Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo destinée au marché international, enfin le commerce international, mais qui se spécialise à l'Union européenne. C'est-à-dire que dans une vidéo précédente, on avait parlé du marché international mais à l'échelle mondiale, donc entre tous les pays et tous les continents. Et là, on s'intéresse en fait à tous les pays mais d'une même zone, donc la zone euro. Et on s'intéresse particulièrement aux pays membres de l'Union européenne, parce que vous avez les pays dans l'Europe géographique, par exemple la Suisse, mais la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. On va voir cela en plusieurs points. Donc, comment les structurer, organiser, comment les pays échangent entre eux à l'échelle donc européenne. Pour commencer, il faut savoir que y a des accords régionaux et l'OMC qui gèrent un petit peu ce commerce européen. Le commerce européen se distingue en 5 phases. La première phase, c'est la zone de libre-échange, dans laquelle il va y avoir une meilleure allocation du facteur travail et capital. Donc la concurrence infra-européenne, donc la concurrence dans l'Europe, s'intensifie, et le marché également s'intensifie, c'est-à-dire que il va y avoir plus d'échanges entre les pays au sein de l'Union européenne, parce que chaque pays a un avantage comparatif comparé à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, l'avantage comparatif de l'Allemagne, ça va être de produire des voitures avec Mercedes, BMW, Porsche, Audi. Donc, donc le facteur, donc là, elle a un facteur capital, enfin le facteur, oui, capital, donc des machines, lui est plus familier et donc moins coûteux. C'est pour ça elle est spécialisée dans la production d'automobiles. Et à l'inverse, la France est plus spécialisée dans la production alimentaire, avec notamment, par exemple, le champagne et le vin. Donc, elle a l'avantage comparatif sur la production de champagne et de vin, alors que l'Allemagne, ça va être l'avantage comparatif sur la production de voitures. Et donc, la France va échanger, donc va exporter davantage de vin et de champagne à travers toute l'Europe, et par exemple avec l'Allemagne. Et puis à l'inverse, l'Allemagne va échanger davantage des voitures avec toute l'Europe, et notamment la France. Donc il y a une réelle zone de libre-échange, c'est-à-dire que chaque pays échange ce qu'il veut quand il veut, c'est assez libre. On peut échanger la quantité qu'on veut à travers tous les pays au sein de l'Union européenne. Donc c'est pour ça qu'on parle de libre-échange, de meilleure allocation du facteur travail à travers la spécialisation. Donc chaque pays se spécialise et peut donc offrir des biens qui lui sont propres et auxquels il est spécialisé, donc fort, et donc très productif, donc la production est de qualité, etc. Et puis aussi un élargissement de la taille du marché, c'est-à-dire que vous avez le marché national, mais comme là on est européen, en fait, c'est pas que au sein d'un pays qu'il y a différentes régions qui échangent entre elles, mais là c'est plusieurs pays qui échangent entre eux. Donc là, on élargit l'échelle. Donc ça, c'est la première phase, zone de libre-échange. Deuxième phase, union douanière. Donc on finit pour établir des tarifs douaniers communs à toute l'Union européenne, c'est-à-dire au niveau des importations et exportations. Quand on importe un bien ou qu'on exporte un bien au sein de l'Union européenne, il y a les mêmes tarifs douaniers partout. Parce que par exemple, si la France a des tarifs douaniers plus importants, donc qui sont plus coûteux que l'Allemagne, et les pays étrangers de l'Union européenne, ils vont privilégier leurs échanges seulement avec l'Allemagne parce que les tarifs douaniers sont moins chers. Alors que si on égalise les tarifs douaniers dans toute l'Europe, par exemple, les pays en dehors de l'Union européenne pourront échanger facilement avec n'importe quel pays de l'Europe parce qu'ils auront les mêmes tarifs douaniers. Donc ça permet de créer une forme d'égalisation et par là de simplification. Troisième phase. Alors là, donc la troisième phase, c'est le marché. Donc il y a deux appellations, marché commun ou marché unique. Donc avec l'acte unique européen, 1987. Donc c'est une reprise de la phase 1 de zone de libre-échange. C'est-à-dire qu'en fait, on améliore l'allocation de facteur travail à l'échelle européenne. Donc il y a une amélioration. Il y a une allocation optimale des capitaux. Une hausse de la concurrence. Donc il y a une hausse de la concurrence, compétitivité, prix et hors prix à travers l'Union européenne. Et tout cela améliore, simplifie les investissements directs à l'étranger donc infra-européens, au sein de l'Union européenne, et les investissements de portefeuille. Donc, c'est-à-dire le fait qu'il y ait qu'on puisse échanger librement en fonction de la spécialisation, le fait que on puisse, que les tarifs douaniers soient les mêmes, et ça simplifie les investissements directs à l'étranger. Donc, par exemple, si on a envie d'effectuer un investissement direct à l'étranger pour la marque Renault en Allemagne, parce que en Allemagne, ils sont forts dans la construction de voitures, et donc on aimerait bien améliorer la marque Renault, plutôt actuellement la marque Stellantis, notamment les marques françaises là, qui appartiennent au groupe Stellantis, à savoir PSA, donc Peugeot, Citroën, DS.
eh ben, on va externaliser une partie de la production en Allemagne. Et donc, grâce au fait qu'il y a cette zone de libre-échange, qu'il y a des tarifs douaniers communs, etc., bah, ça va simplifier le dispositif des IDE, donc investissement directs étrangers, mais également IDP, investissement de portefeuille. Ensuite, quatrième phase, l'union économique et monétaire. Donc, c'est par le traité de Maastricht en 1992, où donc, il y a 2 temps dans cette union économique et monétaire. Le premier temps, c'est une harmonisation. Donc, on clarifie en fait toutes les règles entre les pays au sein de l'Union européenne et on fait que les échanges soient simplifiés, plus beaux, entre guillemets, plus jolis, et que tout soit vraiment clairement organisé et simplement organisé et surtout efficacement. Deuxième temps, et ça c'est une grande phase importante, c'est qu'on crée une monnaie commune d'échange qu'on appelle l'euro. Voilà, donc l'euro marche dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, par exemple, si vous voulez acheter une baguette de pain, peut-être que ce ne sera pas la même valeur. Peut-être qu'une baguette de pain en Allemagne, ce sera 90 centimes, alors qu'en France, ce sera 1 euro ou 1,20 €. Mais ça reste la même monnaie. Ça reste les euros. Donc ça reste un billet de 5 euros en France, reste un billet de 5 euros en Allemagne. Et juste, avec 5 euros, on ne pourra pas acheter la même chose et la même quantité en Allemagne qu'en France. C'est ça qui change. C'est la quantité ou la qualité de ce qu'on va acheter qui va être différente d'un pays à l'autre. Donc ça va être la concurrence, compétitivité, prix, hors prix, etc. Mais en tout cas, ça reste la même monnaie, euro, et ça simplifie les échanges. Parce qu'avant, en France, il y avait les francs, en Allemagne, les marques, etc. Chaque pays avait sa monnaie. Par exemple, en Angleterre, elle a fait avec le Brexit, elle a un peu sorti l'Union européenne, elle est revenue, elle est rentrée, bref. En tout cas, il y avait une période où elle avait sa monnaie, le livre sterling. Et en fait, c'est une forme de dévaluation, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pris l'euro, mais elle a gardé sa monnaie du livre sterling. Ensuite, elle est rentrée dans l'euro, puis elle est ressortie, etc. Mais l'avantage de l'euro, c'est que ça crée une monnaie commune. Et qu'est-ce que ça engendre, une monnaie commune? Et bah déjà, ça enlève justement, ça réduit, voire ça élimine le risque de dévaluation. Donc ça évite qu'un pays dévalue, donc retire l'euro et par exemple la France repasse au franc. Premier point, donc ça enlève les risques de dévaluation, pour moi c'est la limite. Deuxième point, bah, c'est créer une forme d'union, d'unicité, de simplicité pour les IDE, investissement direct à l'étranger, pour les IDP, investissement de portefeuille, mais également pour les échanges, importation, exportation infra-européens au sein de l'Europe, mais également avec le reste du monde avec l'Europe. Donc voilà. Et puis surtout, bah, ça élimine aussi les coûts vis-à-vis au change, parce que par exemple, changer une monnaie, si on passait du franc aux marques pour échanger avec l'Allemagne, bah, il y aurait un coût de conversion, il y aurait un coût de transfert d'argent, alors que là, le fait qu'il y ait une monnaie unique, une monnaie commune, c'est pour ça qu'on parle aussi d'un marché commun et unique, et ben ça évite, ça supprime les coûts de conversion, de transfert d'argent d'une monnaie, d'une devise à une autre. Et enfin, le dernier point, c'est une union politique. Donc les politiques, c'est pas une union des partis politiques, c'est une union en fait un petit peu des politiques budgétaires, on va dire des réglementations, une union, on va dire juridique entre les pays sur la structure du marché, donc l'organisation, mais aussi la régulation. Si il y a un pays qui est plus endetté que l'autre, un pays qui ne respecte pas les traités, les différents traités comme le traité de Maastricht ou autres traités ou autres accords, c'est un moyen aussi de réguler, voire de sanctionner. Alors ensuite, deuxième partie. Donc là, on parle donc la première partie, c'était expliquer un petit peu le marché européen, la structure, etc., le fonctionnement. Et maintenant, donc voilà la deuxième partie, comme je disais. La première, c'était, voilà, comme je disais, la structure de l'Union européenne, les règles, etc., comment c'est organisé, etc., un peu une introduction, une présentation. Deuxième partie, on parle maintenant, donc, une fois que c'est installé, une fois qu'il y a cette Union européenne, Union économique européenne, donc je parle bien de l'Union européenne, hein, pas l'Europe, pour rappel, au sens géographique, mais au sens économique, vraiment politique, structure, Union européenne, UE. Donc la deuxième partie, c'est surveiller, réguler et, quand ça se passe mal, sanctionner cette Union économique européenne. Donc il y a différents points. La politique de la concurrence, c'est l'ensemble des objectifs, des instruments et des décisions prises par une autorité politique, donc en l'occurrence un État, pour encadrer et favoriser la concurrence. C'est-à-dire, on favorise la concurrence, c'est pas forcément négatif la concurrence, c'est juste un pays est plus fort qu'un autre, entre guillemets, ou échange plus, ou etc. Et donc ça favorise les échanges davantage. Et puis, entre guillemets, l'avantage qu'il y ait un pays qui soit plus fort qu'un autre, par exemple, si un pays A est plus fort qu'un pays B, et bah, le fait que le pays A ait plus de monopole, entre guillemets, ou une plus grande influence que le pays B. Alors nous reprenons donc la deuxième partie sur les politiques de concurrence, donc les politiques de la concurrence qui servent à réguler et surveiller le marché à l'échelle européenne. Donc la concurrence, tout d'abord,
ça peut s'exprimer de deux manières, par la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. Donc la compétitivité prix, c'est la concurrence au niveau du prix. C'est-à-dire il y a un pays qui va proposer un bien, pour un même bien, un pays va proposer un prix inférieur. C'est-à-dire par exemple on prend deux voitures, donc, par exemple une 308 de Peugeot en France et puis une Golf Volkswagen d'Allemagne. Donc on est sur une différenciation horizontale, puisque une 308 c'est l'équivalent d'une Golf. Et par exemple, si la 308 coûte moins cher, donc imaginons qu'elle vaut 15 000 euros, alors que la Golf vaut 20 000 euros, mais que c'est à peu près les mêmes voitures, il y aura plus de clients qui vont acheter une 308 qu'une Golf. Donc là, c'est la concurrence sur le prix. Ou alors, ça peut être par exemple deux vendeurs, admettons l'équivalent d'Aramis Auto et puis vendez votre voiture.fr mais en Allemagne. Si les deux vendent tous les deux une Golf, euh, la même Golf, les mêmes caractéristiques, juste il y en a un qui la vend 15 000 euros et l'autre la vend 16 000, on va privilégier celui qui la vend moins cher, donc à 15 000. Donc ça, c'est la concurrence au niveau des prix, donc compétitivité prix. Et compétitivité hors prix, c'est la capacité d'un pays à influencer sur d'autres critères. Donc ça peut être sur la qualité, sur le temps de livraison, enfin plein d'autres critères. Et donc, par exemple, peut-être pour expédier une voiture, l'Espagne, elle va expédier une voiture en Europe pour donc, exporter une voiture en 2 semaines, alors que l'Italie, elle va prendre 5 semaines. Donc on va préférer l'Espagne parce que c'est plus rapide. Ou alors, on va acheter les voitures allemandes et pas les voitures grecques, enfin, s'il y en a, ou alors italiennes, puisque on préfère la qualité allemande avec Mercedes, Porsche, etc. Donc ça, c'est la concurrence au niveau du prix hors prix, donc compétitivité prix hors prix. Et en fait, il faut que ce soit structuré, c'est-à-dire par exemple, il y a interdiction des cartels. Donc, ce qui est interdit dans cette concurrence, c'est l'interdiction des cartels, donc plusieurs groupes qui s'allient contre un autre pour le démonter ou pour qu'il fasse faillite, ou alors plusieurs groupes qui s'allient sur les prix ou sur la compétitivité prix hors prix, c'est interdit, c'est-à-dire qu'on a le droit, la concurrence existe, elle a le droit d'exister. Il y a une entreprise qui a le droit d'influencer les prix, donc d'être moins cher qu'une autre ou d'être plus qualitatif qu'une autre, mais elle n'a pas le droit de s'allier avec d'autres contre un. Donc, par exemple, s'il y a 5 groupes A, B, C, D, il n'y a pas A, B, C qui peuvent s'allier contre CD, contre DE, excusez-moi. C'est pas possible. Donc, interdiction des cartels, abus de position dominante. Donc, par exemple, il y a une entreprise qui stratégiquement vend des biens moins chers qu'une autre. Donc, l'entreprise A vend moins cher que l'entreprise B. Du coup, tous les clients, donc la demande, elle va augmenter pour l'entreprise A parce que elle a des prix bas, alors que l'entreprise B qui coûte plus cher, la demande va baisser. Et par conséquent, comme elle aura moins de ventes, l'entreprise B, elle va faire faillite, elle va fermer. Et par conséquent, l'entreprise A, qui aura toutes les parts du marché, va ensuite remonter les prix une fois qu'elle aura le monopole. Et elle se croira, entre guillemets, tout permis, si on peut le dire comme ça. C'est le cas, par exemple, en France avec la SNCF, qui est le monopole. On a une société de transport ferroviaire à l'échelle nationale. Donc, c'est une société nationale. SNCF, Société nationale du chemin de fer français. Enfin, on pourrait dire SNCFF, entre guillemets, mais en tout cas, c'est SNCF. Après, il y a quelques lignes sous Paris-Lyon, il y a la concurrence étrangère avec Train Italia, donc concurrence italienne. Mais globalement, qu'est-ce qu'un monopole? C'est la SNCF. Et par conséquent, elle peut se permettre, entre guillemets, d'être en retard, de mettre des prix élevés, etc. Alors que normalement, c'est pas dans le bien commun, c'est pas dans un objectif de bien commun. Alors que quand il y a plusieurs entreprises, par exemple, en France, pour les marques de voitures, on a Peugeot, Citroën, DS pour le groupe PSA rattaché à Stellantis, et on a de l'autre côté le groupe Renault, Renault Group avec Renault, Alpine, Mobilize, Dacia, et c'est en concurrence. Donc c'est pour ça qu'ils vont se concurrencer au niveau du prix, de la compétitivité prix et hors prix. En tout cas, donc ça c'est les interdictions. Ensuite, contrôle des régulations, c'est-à-dire c'est autorisé, mais pas trop non plus, il faut instaurer des limites. C'est les subventions publiques vers ces entreprises, donc c'est-à-dire l'État qui peut prêter un peu d'argent, donc subventionner les entreprises pour les aider à importer ou à exporter. Donc voilà, et des opérations de concentration. Donc la concentration, c'est la baisse du nombre d'entreprises sur un marché, se traduisant par la hausse des parts de marché de l'entreprise. Donc voilà. Donc ce principe de concentration et de subvention, c'est permis, donc c'est toléré, mais avec des limites, donc sans abus. Donc là, ensuite, au niveau de la surveillance, qu'est-ce qui peut être impliqué en fonction? Donc en fonction s'il y a des règles qui sont pas, des règles qui sont
enfreignent, il y a des entreprises qui enfreignent les règles. Il peut y avoir, donc, par exemple, s'il y a des cartels qui ont lieu alors que c'est interdit, ou des abus de position dominante alors que c'est interdit, ou alors que des États subventionnent trop les entreprises, voilà, donc c'est en excès. Les politiques qui gèrent un peu la concurrence, donc les États ou les corps publics chargés de cette fonction, enfin de la fonction d'opération, si je puis dire, de ce marché, peut instaurer des sanctions financières jusqu'à 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise, ou alors incitation à dénoncer, il faut aussi incitation à dénoncer les entreprises. Par exemple, s'il y a 5 groupes, il y en a 2 qui se font dominer et 3 dominants, et ben les 2 dominés. Ou par exemple, s'il y a A, B, C, D, A, B, C qui domine D et E est tranquille, bah E a le droit de dénoncer auprès de l'organisme que A, B, C s'allie contre D pour le faire couler. Donc ça, c'est un exemple. Voilà. Et le problème, c'est que, et aussi, donc ça c'est au niveau de la surveillance, donc au niveau des sanctions, mais aussi par exemple quand il y a des demandes pour s'allier, etc., la politique de la concurrence peut valider, d'accord, on accepte une alliance, refuser, ou sous accord avec conditions, avec quelques conditions à respecter. Donc, par exemple, il y a eu une suggestion d'alliance européenne entre Siemens, la marque allemande, et Alstom, la marque française, et ça a été refusé pour le coup. Donc là, c'est un refus clair et net, hein. Ça n'a pas été validé, il n'y a pas eu d'accord sur conditions, mais en tout cas, ça a été un refus direct pour cette alliance. Pour crainte de monopole, mais pour le coup, ça aurait pu faire une grande puissance au niveau technologique et particulièrement des transports en commun, transports ferroviaires, etc. Ça aurait fait un grand groupe Alstom-Siemens. J'en reviens à l'abus de position dominante, donc on va en parler dans quelques instants, voilà, enfin maintenant même. L'abus de position dominante, ça se définit par plusieurs manières, enfin surtout 2 grands principes. Le premier, c'est le prix prédateur. Donc ça, c'est un abus de position dominante. Donc c'est au-delà du fait d'être en monopole ou quoi. C'est prix prédateur, c'est-à-dire que c'est des prix qui sont artificiels, c'est-à-dire ils sont extrêmement bas. C'est-à-dire par exemple une entreprise va mettre des billets de bus enfin, de car, Flixbus, ou voilà, c'est un exemple. Hein. Donc les compagnies, il y a une nouvelle compagnie qui se crée qui va mettre des billets pour faire Paris-Lyon à 3 euros, je dis n'importe quoi. Bah, c'est artificiellement bas, donc c'est presque illégal. Et du coup, ça fait couler les concurrences. Et une fois que toute la demande a augmenté pour les bus les moins chers, et bah, du coup, les autres ont fait faillite. Et c'est le principe que j'expliquais tout à l'heure. C'est que l'entreprise qui a du coup mis les prix très bas, ensuite, elle a tous les clients, elle peut réaugmenter le prix. Et donc, elle devient en situation de monopole. Et ça, c'est un problème. Premier point. Donc, il y a un exemple, le laboratoire pharmaceutique GlaxoSmithKline aurait pratiqué des prix très bas sur le marché du Zinat entre 1999 et 2000, ce qui aurait fait couler l'entreprise, le laboratoire français Flavlab en 2001. Et ensuite, une fois que Flavlab français avait coulé, et bah, GlaxoSmithKline aurait remonté les prix. Donc c'est le principe que j'ai expliqué. Deuxième point, vente liée, c'est-à-dire une entreprise n'a pas le droit d'obliger d'acheter. C'est-à-dire c'est pas parce que, admettons, l'entreprise a produit un premier livre, le tome 1, enfin un auteur, et le tome 2, bah, une librairie n'a pas le droit d'obliger les clients à acheter le tome 2, même si le tome 1 a plu. Elle peut les inciter, leur proposer, mais ça ne doit pas être obligé. Ou admettons, l'entreprise produit un premier bien A et un bien A bis, donc complémentaire, ou alors un bien A et un bien B, un deuxième bien en lien, plus ou moins en lien. L'entreprise n'a pas le droit d'obliger le client à acheter une deuxième fois le produit, enfin le produit qui va avec, complémentaire, ou la deuxième version. Voilà, c'est pas parce qu'on a acheté un produit qu'on est obligé d'acheter le deuxième ou le complément. On peut acheter juste le produit. Et du coup, si c'est proposé, bon, ça peut être toléré. Et pour le coup, si c'est excessif, c'est-à-dire que c'est vraiment influencé, presque obligé, enfin fortement influencé, presque obligé, là, ça peut être dénoncé et rapporté à la politique de la concurrence, donc chargée de ce genre de problème, qui peut instaurer des sanctions financières. Mais le problème des sanctions, c'est que parfois, d'un point de vue financier, elles sont pas assez fortes, donc elles sont pas assez fortes pour dissuader, ou parfois, d'un point de vue juridique, pareil, elles sont pas assez fortes pour dissuader, autant sur l'aspect économique, enfin financier que juridique, et ça, c'est un problème qu'il faut, entre guillemets, traiter. Donc ça, c'est le point des sanctions insuffisantes. Et deuxième point aussi, c'est le déficit de preuves. C'est que parfois, pour condamner, entre guillemets, d'un point de vue financier ou juridique, un groupe, enfin une petite entreprise ou un grand groupe, il y a un manque de preuves. Voilà. Ensuite, sur le commerce, toujours à l'échelle européenne, mais si je puis dire numérique, il y a donc la Digital Market Act, donc DMA. C'était une politique de la concurrence qui, en fait, gère la concurrence, mais numérique. C'est-à-dire
que les créateurs des réseaux sociaux, des applications, etc., que ce soit applications de commerce, réseaux sociaux qui rémunèrent, hein, parce qu'il y a le principe de la monétisation, par exemple, via Instagram, Facebook, YouTube, ont obligation de rendre facile l'accès à l'abonnement et au désabonnement. Donc on peut à la fois s'abonner gratuitement ou en payant un abonnement, mais aussi se désabonner facilement. De désinstaller facilement l'application ou la réinstaller, autoriser les vendeurs à promouvoir leurs offres, donner aux vendeurs l'accès, les droits d'auteur d'un point de vue financier, etc. Et informer la Commission européenne de tout problème ou alors de toute alliance. Donc ça, c'est obligatoire. Toutes les applications ou sites en ligne, que ce soit à la fois dans un objectif commercial ou non, enfin, même s'il y a un point commercial mais que ce n'est pas l'objectif principal, elles ont obligation de rendre facile et efficace tous ces accès. Elles ont interdiction de réutiliser les données des utilisateurs sans leur consentement à des fins commerciales. Ou voilà, donc c'est par exemple l'objet des cookies. Acceptez-vous les cookies ou acceptez-vous les données, etc., que vos données soient enregistrées. Parfois oui, parfois non, parfois c'est obligatoire, mais elles sont rejetées, ou alors parfois elles sont directement rejetées, etc. En tout cas, elles ont interdiction de les garder pour les revendre ou s'en servir pour proposer des offres commerciales, etc., sans votre accord. Et aussi interdiction de favoriser les produits, c'est-à-dire elles n'ont pas le droit de vous influencer fortement, pareil, à acheter tel ou tel produit. Vous êtes libre d'utiliser l'application sans forcément acheter des produits. Vous pouvez utiliser Google Maps sans acheter des produits sur Google Maps ou en lien avec eBay ou les autres trucs de Google, les autres sites de Google. Ou alors vous pouvez par exemple installer l'application TCL pour avoir l'horaire des bus et les plans sans forcément acheter le ticket. Vous n'êtes pas obligé. Enfin, pour voyager, il faut acheter un ticket. Mais c'est pas parce que vous installez l'application que vous êtes obligé d'acheter tout de suite des tickets. Vous pouvez en acheter si vous voyagez, mais c'est pas systématique, quoi, voilà. Donc voilà pour cette partie sur le commerce européen en ligne, enfin en ligne et numérique. Ensuite, donc on a vu les politiques, on va dire la concurrence d'un point de vue juridique. Maintenant, d'un point de vue essentiellement économique, donc là c'est la suite un petit peu de la première partie un peu introductive sur l'Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux types de politiques, la politique budgétaire et monétaire au sein de la grande politique économique. La politique budgétaire, c'est menée par un État, donc c'est pour ça qu'on parle d'un budget. L'État peut agir par l'augmentation ou la baisse des impôts, par l'augmentation ou la baisse des prestations. Donc tout ça, c'est à la forme de ce qu'on appelle un déficit. Et donc il y a trois types de cas. Le premier cas, c'est il y a une hausse du chômage, il y a une déflation, donc la situation est négative, pour résumer. Donc comment va agir l'État? L'État va agir par un déficit, par la baisse des impôts. Donc on va moins prélever aux habitants parce qu'ils sont en difficulté. Et on va les aider en augmentant les revenus, la stimulation, les prestations sociales. Et à l'inverse, si tout va bien, bah pour le coup, on va baisser les prestations sociales et les revenus parce que tout va bien, on ne va pas en plus leur en donner. Et pour le coup, ils vont augmenter les impôts parce que comme tout va bien, on peut les prélever. Voilà, donc c'est à la fois on se dit quand tout va bien, mais en fait tout va mal entre guillemets parce que on gagne moins et on est plus prélevé. Mais bon, c'est parce que tout va bien. Mais au contraire, le point entre guillemets gentil dans une situation normale, c'est que quand ça va mal, on nous prélève moins, donc on nous vole moins d'argent entre guillemets. Et mais à la place, on augmente les prestations sociales. Et face à une stagflation, en fait, si vous voulez, situation positive, c'est tout va bien. Situation négative, tout va mal, entre guillemets. Et stagflation, situation neutre. C'est ni plus ni moins, c'est correct. Là, c'est stabilisation, donc pas de modification. Voilà. Donc ça, c'est la première politique. Deuxième politique, c'est la politique monétaire. Donc c'est géré par les banques centrales. Donc c'est pas géré par les banques Société Générale, Crédit Agricole, Banque Populaire, etc. C'est par les banques centrales. Par exemple, vous avez Wall Street aux États-Unis et la BCE, donc Banque Centrale Européenne, pour l'Europe. Elles sont grand moyen d'action, le plus connu, enfin le plus simple entre guillemets, parce que c'est un seul moyen, mais le plus dur à gérer, c'est la variation des taux d'intérêt. Donc quand tout va mal, entre guillemets, elle baisse les taux d'intérêt pour que ce soit plus facile d'emprunter et que ce soit moins coûteux. Et donc pour aider, pareil. Et par contre, quand tout va bien, elle augmente les taux d'intérêt parce que pareil, comme tout va bien, on peut augmenter les taux. Et quand il y a une stagflation, donc quand c'est neutre, on garde les taux élevés. Donc soit on peut les baisser très légèrement, mais globalement on les laisse un peu élevés. Donc, par exemple, si tout va bien, on les augmente de 3%. Si tout va mal, on les baisse de 3%. Par exemple, si à l'origine c'est 1%. 1% de taux d'intérêt. Si tout va bien, on va les augmenter de 3%, donc ça fait en gros 4%, entre guillemets. Enfin 4 points pourcentage, on va dire. Et si tout va mal, on les baisse de 3. Donc c'était à 1%, en gros, ça fait moins de 0. Enfin, c'est-à-dire que c'est quasiment gratuit d'emprunter.
Et quand tout va bien, enfin quand c'est neutre, on les garde élevés. Donc soit on les garde élevés à plus 3%, soit on baisse un peu. C'est-à-dire au lieu de les augmenter à 3%, on va quand même les augmenter, mais un peu moins, donc à 2%. Donc voilà. Donc la politique monétaire de relance, donc ça se traduit par la baisse de l'intérêt. Quand on baisse l'intérêt, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va augmenter la demande de crédit, parce que si ça coûte moins cher d'emprunter, comme le taux est moins élevé, et ben on va plus emprunter. L'avantage, c'est que ça va créer, le fait qu'on emprunte plus, bah, ça va créer davantage enfin, ça va créer de la monnaie, parce que bah, il y aura beaucoup plus de demande. Donc hausse de la production, puisque bah, on pourra plus emprunter et que ça va créer plus d'argent, bah, il y a hausse de la production, et donc baisse du chômage. Ensuite, baisse du chômage parce que bah, y a plus d'argent, donc il y a moins de problèmes financiers. Et puis surtout, si on a emprunté par exemple pour construire une entreprise, emprunter l'argent, on a réussi à rembourser parce que l'entreprise tourne bien. Et si l'entreprise elle tourne bien, l'entreprise qu'on a créée, et ben, on peut embaucher. Donc baisse du chômage de manière générale. Plan monétaire, politique monétaire de lutte contre l'inflation. Donc la hausse des taux d'intérêt. Donc là, c'est le contraire. Du coup, la demande de crédit, donc en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire la demande de crédit, elle baisse parce que si ça coûte plus cher d'emprunter, bah, on va moins emprunter. Donc, il y a moins de monnaie qui va être créée parce que bah, si ça coûte trop cher, bah, il y aura moins de demande. Donc, la demande domestique est donc affaiblie puisque bah, si on n'a pas notre crédit, on peut pas faire les travaux de notre maison ou créer notre entreprise. Et donc, la hausse des prix tend à décélérer. Donc, ça va mettre plus de temps à baisser les prix puisque c'est une situation négative. Alors nous revenons donc toujours dans cette analyse de la différence enfin, des politiques économiques avec les deux politiques. Vous avez la politique budgétaire et monétaire. Dans la politique budgétaire, vous avez l'existence d'un budget européen. Donc il y a bien un budget européen, mais c'est un petit budget comparé au grand budget enfin, de l'administration fédérale de Washington, où c'est un gros budget. Donc ça la différence. En fait là, ça vise à distinguer les deux. La politique monétaire, c'est mené par la BCE en Europe, alors qu'aux États-Unis, c'est mené par la Fed. Voilà, donc le nom, c'est la Fed en fait. Donc Fed et BCE recherchent la stabilité des prix, cible 2% pour la BCE et taux d'inflation proche de 2% en moyenne pour la Fed. Objectif central de la Fed avec la stabilité des prix. Objectif secondaire, donc c'est de la BCE, l'objectif secondaire, c'est maintenir la stabilité des prix. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, il y a un vrai budget central, donc le budget fédéral de l'administration de Washington. C'est un budget important entre tous les États, alors que le budget européen, c'est plus petit. C'est-à-dire qu'en fait, chaque pays à l'échelle européenne gère son budget. Donc, il y a le budget de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de la Grèce, etc. Donc, dans la zone euro, donc dans l'Union européenne, chaque nation à son budget. Après, il y a un petit budget. Il existe effectivement un budget européen. C'est pour ça, parfois, vous voyez dans des structures en travaux cofinancées par l'Europe, l'Union européenne. Par exemple, exemple à Lyon, Gare Pardieu, vous avez le panneau cofinancé par l'Union européenne, la région, la préfecture, mais notamment le panneau cofinancé par l'Union européenne. Donc l'Union européenne a financé, donc ça veut dire que ça l'a financé, il y a un budget. Donc effectivement, je vous confirme, il y a bien un budget européen, mais comme c'est un plus petit budget, on ne le compte pas trop. C'est plus un budget pour sauver quelques pays ou pour régulariser, etc. Mais c'est pas un énorme budget. Alors que le budget de Washington, le budget fédéral, lui, pour le coup, il a une énorme importance au sein des États. C'est un peu the budget, quoi. Alors que en Europe, le budget européen, c'est plus petit, quoi. Donc, ensuite, on continue. Donc, distinction entre déficit public et dette publique. Donc, en Europe, le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB du pays et la dette ne doit pas dépasser 60% du PIB, donc PIB ou PIB, du pays. Donc la dette, c'est le montant total que les administrations publiques doivent à leurs créanciers. Donc c'est-à-dire un créancier, c'est des actionnaires. Donc les actionnaires, ils achètent une action auprès d'un pays. Donc, par exemple, il y a des actionnaires qui achètent des actions françaises. Et si, bah, grâce à l'achat de ces actions, donc ce versement d'argent, la France a pu remonter et faire réaliser des bénéfices, et bah, elle verse ses dividendes aux actionnaires. Par contre, si elle n'a pas pu rembourser et qu'elle est endettée, là, c'est la situation vraiment de dette publique et là, c'est un problème. Voilà, donc ça, c'est pour le point de la dette publique. Et le point du déficit public, c'est un déséquilibre des comptes publics marqué par des dépenses de l'ensemble de l'administration publique. Donc, c'est un déficit supérieur à leurs ressources. Donc, c'est-à-dire, en fait, on a plus dépensé que ce qu'on avait. Par exemple, admettons, on a 1 milliard d'euros, on en a dépensé 2, bon, bah, on a un peu trop dépensé. Ou 1 milliard d'euros, on a dépensé 1 milliard 100 000, bah, on a quand même dépassé. Donc là, c'est le cas de la déficit public, dette publique. C'est ça la distinction, c'est en fait l'objectif, l'organisation n'est pas la même, mais ça reste cette idée un petit peu de dépassement public, donc on pourrait dire qu'on est dans le négatif d'un point de vue financier et économique. Donc voilà.
Ensuite, on continue. Autre définition, enfin autre partie, c'est avec la coordination. La coordination, c'est le fait que les pays dirigent ensemble leurs actions dans un but collectif. Donc, c'est plusieurs pays s'allient pour réaliser le même budget, enfin avec des objectifs de budget. La définition du passage clandestin, c'est qu'en fait, l'économie a des problèmes et c'est qu'en fait, chaque pays attend qu'un autre pays relance. Du coup, l'avantage, c'est que si, par exemple, la France a des problèmes et que l'Allemagne relance, et relance l'économie, la machine économique, ça va aider la France. Et du coup, si à son tour l'Allemagne a un problème, la France pourra aider. Donc ça marche dans les deux sens. Enfin, donc ça permet de relancer. Mais si la France attend que l'Allemagne relance et que l'Allemagne attend que la France relance, personne ne relance. C'est ce qu'on appelle le passager clandestin, c'est la définition. Ensuite, policy mix. Combinaison des politiques budgétaires et monétaires afin d'apporter des réponses. Donc, policy mix, en fait, on mixe les deux. On mixe à la fois les politiques budgétaires et monétaires, donc toutes les politiques économiques, pour apporter des solutions à un problème. Et quels sont les problèmes qui pourraient arriver? On va le dire tout de suite. Il y a deux exemples. Il y a la crise grecque de 2009 et la crise des subprimes. Donc, c'est la crise économique, la grande crise économique de 2008. Donc, la crise économique de 2008, ça a été généré par les États-Unis. Donc, c'est un peu comme la crise de 29 qui s'est répandue. Donc, la crise de 1929 des États-Unis à Wall Street, avec des problèmes financiers qui s'est répandue en Europe. Et c'est la même chose, c'est la crise des subprimes des États-Unis. Donc, c'est pour ça subprimes, d'où le nom anglais, enfin, un peu particulièrement américain, qui s'est répandue en Europe. Donc, ça, c'est général. Et la crise grecque, c'est un cas particulier, c'est-à-dire que le pays, donc la Grèce en 2009, a connu une crise et par conséquent, il fallait l'aider. Et du coup, l'avantage du budget européen, bon, il est petit, du coup, ça marche pas trop, mais plutôt les autres budgets nationaux des autres pays, ils ont pu aider la Grèce. Et donc ça, c'est l'avantage. Ils peuvent s'aider, parfois c'est pas facile, parfois c'est plus difficile, mais il y a quand même une sorte de collaboration et de solidarité au sein de l'Union européenne. Et donc ça, c'est l'avantage. C'est-à-dire que par exemple, la Suisse, bon là pour l'instant ça va, mais comme elle ne fait pas partie de l'Union européenne, si un jour elle a un problème, on ne pourra pas l'aider parce qu'elle n'est pas au sein de l'Union européenne. Tandis que si un pays, par exemple la Grèce, c'est le cas de dire, qui fait partie de l'Union européenne, qui a eu des problèmes, on a pu en partie l'aider. Donc ça, c'est l'avantage aussi de faire partie de l'Union européenne, enfin de cette union. Après, c'est un exemple. Là, on parle de l'Europe, l'Union européenne, après les unions, celle des États-Unis, etc. Mais l'avantage d'appartenir de manière générale, ça je le dis dans le cas général, l'avantage d'appartenir à une communauté, c'est que ça simplifie les échanges et c'est plus simple pour tout le monde. Et en cas de problème, ça aide. Donc voilà pour cette présentation du marché à l'échelle européenne. Donc, à la différence du marché à l'échelle mondiale, enfin le commerce international d'un point de vue mondial, comme vous l'avez vu dans une vidéo précédente, c'est qu'on s'intéressait vraiment à la forme scientifique du marché, entre guillemets, si je puis dire, enfin comment ça marchait, qu'est-ce qu'on y échangeait, le fonctionnement, etc. Alors que là, l'Europe, on s'intéresse surtout aux politiques, d'un point de vue juridique et financier, comment ça se passe, comment c'est régulé, comment c'est organisé. Donc on est plus sur l'aspect du droit ou de l'économie. On n'est pas vraiment sur l'aspect scientifique. Mais en tout cas, voilà pour cette présentation assez générale. Donc, je vous remercie, la vidéo s'achève. Je vous souhaite donc une très belle soirée à tous.